Lokumu na kolomukulu, mokelia mukili, nzambe yabankulu. Salutations de paix à tous, je vous passe le Losako ya Bana Ezalela. Le titre de cette présentation est Polythéisme, monothéisme et le mouvement de précession de la Terre. Donc, pour ceux qui parfois veulent poser des questions en message privé, peuvent le faire sur la page Facebook qui apparaît à l'écran, tout comme ceux qui veulent soutenir le rétablissement de la tradition du Bokoko, du Kwanko, peuvent le faire à l'adresse email qui apparaît à l'écran. Pour rappel, avant de commencer, on avait dit, pour ceux qui ont suivi la présentation, sur le secret de la Torah, que les 10 commandements, la Torah, c'est comme le corps humain, c'est la symétrie, et particulièrement au niveau des mains. Dans les mains, on a 10 doigts, comme les 10 commandements, et on a 2 mains, comme les 2 tables de la loi. Et donc, c'est le fait qu'on est dans la symétrie, dans la notion du miroir, du jumeau. Donc, d'un côté, dans la main droite, par exemple, on a les commandements divins. Dans la main gauche, on a les commandements humains. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Tout comme il y a un pouce droite, il y a un pouce gauche, et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas manquer soit les commandements humains pour privilégier le rituel, le culte divin ou la religion, et inversement, on ne peut pas privilégier simplement le comportement humain en ignorant le divin. Mais en fait, c'est l'humain qui amène au divin et non jamais l'inverse. Parce que très peu de gens vont réfléchir sur le monde et le Créateur, et puis ils vont commencer à bien se comporter envers les humains. Parce que sinon, ça devient, comme on dit, de l'hypocrisie. On ne peut pas dire « j'aime Dieu, mais je n'aime pas les êtres humains ». Ça n'a pas de sens. Donc, retenez bien la notion des mains. En lingala, les doigts, on les appelle misapi, mais c'est le même nom pour dire les paroles qui sont les noms des commandements en hébreu. Donc, il y a 10 doigts, il y a 10 commandements ou 10 paroles. Maintenant que cela est dit, on va pouvoir rentrer dans notre sujet. Exode chapitre 20 nous dit « Tu ne commettras point d'adultère ». L'adultère, en fait, c'est être infidèle. Ça veut dire qu'il ne professe pas la religion qui est considérée comme la vraie. C'est le païen, ou bien celui qui est infidèle dans le couple, par exemple. Donc, on voit qu'adultère est synonyme de infidèle. Maintenant, regardez le mot infidèle en lingala comme il est magnifique. C'est toute une phrase, en fait. En lingala, c'est bozangi lobo oko. On va voir plus tard que signifie lobo oko. Mais si on change un peu les accents sur les O, on dira loboko. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire que signifie loboko, ceux qui parlent lingala? La main. Exactement. La main. Donc, voilà. Quand je dis bozangi loboko, ça veut dire quoi? Manquer la main. Exactement. Donc, comme vous voyez ici, bozangi, ça veut dire être privé ou bien manquer d'au moins un bras. C'est ça, être infidèle. C'est ça, donc, l'infidélité. Maintenant que cela est dit, en français, le manchot, c'est celui qui est privé d'un bras ou des deux. Or, il se trouve qu'il y a un animal qu'on appelle le manchot qui est ici. Cet animal, on le confond souvent avec le pingouin, comme vous le voyez ici. Et ici, dans cet article, entre guillemets, scientifique, nous, on préfère le mot « la recherche », essaie d'expliquer justement les différences entre le pingouin et le manchot. Certes, mais néanmoins, dans la tradition, on comprend pourquoi on confond les deux. Parce que la tradition, ça veut dire la même chose lorsque on se fie à une caractéristique bien précise. Après, la tradition aura plusieurs noms pour désigner cet animal-là. Mais le pingouin ou le manchot, c'est son nom. Peu importe l'espèce dont on parle, on va comprendre pourquoi. Donc, on a dit qu'infidèle était synonyme de païen.
On verra si jamais on arrive au réchauffement climatique, d'où vient le mot païen, ce qui est alingui. Mais pour l'instant, la version anglaise nous intéresse plus, qui dit pagan. Et même en français, on a le mot paganisme, et qui est synonyme de polythéisme. Le polythéisme, c'est avoir plusieurs dieux, donc c'est être infidèle. En effet, si jamais, par exemple, quelqu'un dit « mon Dieu s'appelle Krishna » ou bien Vishnu, et puis le lendemain, il dit « mon Dieu c'est Zeus ou Poséidon », donc il a plusieurs divinités, donc il est infidèle à son Vishnu ou à son Krishna. Donc, on voit la logique d'être infidèle, c'est d'être polythéiste ou ce qu'on appelle le paganisme. Et on a dit que Exode, chapitre 20, a dit « Tu ne commettras point d'adultère ». En Kikongo, l'adultère, c'est pinga. Donc, vous voyez, ça ressemble à pingouin. On dit aussi pingana, donc c'est pagan. Maintenant, on nous dit ici infidèle, synonyme de païen. Et on a dit tout à l'heure, infidèle en lingala, c'est bozangi lobo oko. Tout à l'heure, on a vu que la forme loboko veut dire le bras, mais la forme lobo oko, on va voir qu'est-ce que ça signifie. La racine est boko ou boko, qui veut dire en lingala l'unité, le singulier. On dit aussi boko ou bien moko, ça veut dire le chiffre 1, l'unité. Donc, c'est l'unicité, c'est ce qu'on appelle le monothéisme. Donc, c'est ça qu'on dit être infidèle, c'est manquer d'un bras, manquer d'unité, donc l'unité, l'union. Donc, pour dire le contraire de la division, bien du polythéisme, c'est donc l'unicité. Donc, c'est booko. Et donc, on a dit qu'en anglais, le païen, on l'appelle pagan. C'est la racine consonantique P-G-N. Et toujours en anglais, on ne dit pas pingouin, mais on dit penguin. Donc, ça veut dire qu'on prononce le N à la fin, mais le premier, on ne le prononce pas. Donc, ça donne bien la racine consonantique P-G-N, comme pagan. Maintenant, on va comprendre pourquoi par la tradition. Donc, voilà la logique. En lingala, pengwa veut dire apostasier, écarter du bon chemin, dévier, être hérétique, s'égarer, qui devient penguana avec le suffixe na. Ça veut dire s'égarer, s'écarter du bon chemin, etc. En Kikongo, on voit ici pangana, qui est le même mot en fait. On ajoute ici dans le dictionnaire, c'est-à-dire vaciller, chanceler. Qu'est-ce que signifie chanceler? C'est-à-dire vaciller sur sa base, pencher de côté et d'autre en menaçant de tomber. Donc, il penche, mais s'il penche trop fort, il va basculer, il va se retourner. Donc, en lingala, panga veut dire encore un courant rapide ou bien se laisser entraîner. Pangana. Donc, c'est la racine de pagan, P-G-N, ou bien du pingouin, comme on le prononce en anglais avec la racine P-G-N. Donc, c'est comme, on voit ici à l'image, il bascule, et puis il est emporté en glissant ici. L'influence qui est exercée sur quelqu'un, sur quelque chose, on appelle pangani en lingala. Donc, c'est quelque chose qui va t'attirer, qui va t'emmener dans une direction. Donc, ici, on va écouter l'extrait d'une chanson classique religieuse congolaise en lingala. Dedans, le chanteur ou les chanteurs disent « Simbanga na loboko », c'est-à-dire « prends-moi par la main, sinon je vais tomber. Si tu me laisses, je vais tomber. » Ils disent « Kweya ». Et puis, à un moment donné, à force de répéter, ils vont dire « Pengwa » à la place de « Kweya ». Et ce qui est intéressant dans cette chanson, c'est qu'ils disent « Simbanga na loboko ». Ils s'adressent au Messie, au Christ. Mais, puisque c'est des chrétiens, donc, là maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si jamais, dans la symbolique, bien évidemment, tu n'as pas de bras, comment est-ce qu'on va te tenir par la main pour que tu ne tombes pas? C'est un peu la sagesse qui est là-dedans. On va écouter ça et puis on va revenir. Et moi, je vais boire.
Donc, comme vous avez entendu, elle dit Simba. Simba, c'est-à-dire tenir, c'est-à-dire aussi le lion. Donc, par la main. Et, vous l'avez tout entendu, il a dit Pengwa à un moment donné, à la place de dire Koya, tomber. Donc, c'est pour dire qu'il y a cette idée de tomber, de basculer. Et donc, pour le rappel, on avait dit que le lion, même en français, semblait venir du verbe lier, qui veut dire unir, comme on le voit sur la palette de Nial et Mouli, qu'on appelle aussi Narmer. Donc, si on dit à ces gens, qu'est-ce que vous faites? Ils vont dire, nous lions. Et c'est synonyme de Simba, qui veut dire le lion, saisir, unir, rassembler, etc. Mais c'est le nom du lion. Euh, pour le Simba, Mhm. en soninké, Simba, c'est le lion. Non, c'est la force. Ah oui? C'est la force. Mais si on dit aussi Sembe, cela Mhm. veut dire s'appuyer sur quelqu'un. Ah, mais ça, c'est très fort, ça. Parce Oui, s'appuyer que, sur, oui, oui, s'appuyer vas-y. sur quelqu'un, c'est Sembe. Simba, Mhm. la force. Sembe, la force. Excellent. Parce qu'il faut savoir que nous, on dit Simba pour dire droit, donc c'est-à-dire être fixé, donc c'est-à-dire être sur des bons appuis. Mhm. Et il y a l'idée justement, parce que tout à l'heure, je tente d'hésiter, parce que c'est seulement aujourd'hui, il y a quelques temps là, que j'ai décidé que ça allait être ça le sujet. Parce que j'hésitais entre l'autre sujet qui est pourquoi est-ce que Thomas, l'apôtre Thomas, a voulu vérifier les stigmates pour croire que le Christ avait vraiment ressuscité, etc. Et on allait vraiment tomber dans ce que tu disais là, parce que Simba, tu disais que ça veut dire la force, quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, la force, oui. Voilà. Et justement, même au lingala, ça veut dire manier vigoureusement. Quand on dit Simba, ça veut dire manier avec force. Et justement, il Avec était force. vraiment là dans l'autre, sur Thomas, cette forme-là était là. Parce que Thomas, c'est un jumeau. Donc, son nom, c'est-à-dire jumeau. Donc, chez nous, les jumeaux appellent Simba et Nzuzi. Et d'ailleurs, la sœur Lise, elle porte un nom qui ressemble à ça, si j'ai bien remarqué dans son email. Oui, Nzuzi. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le nom des jumeaux aussi dans la tradition. Et donc, ça allait vraiment donner ce terme-là que tu... Parce que le lion, on l'appelle encore Ngo, Ngoi, qui vient de Nguya, qui est la force, l'énergie, la vigueur, etc. Donc, Matondo, pour l'intervention, donc ça, on voit encore la logique. Donc, chez nous, Simba veut dire encore manier avec la puissance, tenir quelque chose avec de la force, de la vigueur. Et on voit bien que les lions, comme ils sont musclés, ils incarnent la force, etc. Donc, comme on a dit, le paganisme, c'est le polythéisme. C'est comme le pingouin marche, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. C'est comme aller d'une divinité à gauche et puis d'aller à droite, etc. C'est ce qu'on appelle penguana, l'infidélité. Et pengu veut dire encore genoux arqués. Si on a des genoux arqués, si on est en train de arquer nos genoux vers l'intérieur, par exemple, on essaye de marcher, ben, on va beaucoup vaciller. Donc, maintenant, on va comprendre pourquoi le lingala dit que le pingouin et le manchot dans la symbolique, ça veut dire exactement la même chose. Et du coup, c'est l'idée de pagan et de infidèle, pingouin ou manchot. Donc, c'est une symbolique, bien évidemment. On ne parle pas de quelqu'un qui a eu un accident, qui aurait perdu un bras. Non, on ne parle pas de ça. C'est une symbolique. Donc, infidèle, on a dit c'est bozangi loboko ou bien bozangi loboko. Ça veut dire être privé ou bien manquer d'un bras. Donc, c'est ce qu'on appelle le manchot. Donc, maintenant, on va voir dans la tradition cette logique-là. Donc, en lingala, le déviationnisme, c'est zengoi ou pengoi. Pour la racine, le mot est un préfixe. Donc, c'est pengoi ou zengoi. Donc, c'est-à-dire ici, c'est manchot et là, c'est pingouin. Donc, on va vérifier. Zengoi vient de la racine zenga qui veut dire être amputé. Zanga, qu'on a vu d'ailleurs dans Bozang et Loboko, dans le mot infidèle, ben, ça veut dire manquer, de priver, comme a dit la sœur Lisa, manquer, etc. Ne pas avoir. On a encore Zangwa qui veut dire chanceler. Donc, on a vu que tout à l'heure, Pangana voulait dire chanceler, vaciller. Et on a les autres formes, c'est-à-dire couper, tourner, apostasier, se détourner, être un apostat, etc. Donc, c'est bien. En lingala, on dit encore pengwa, apostasier, s'écarter du droit chemin, s'égarer, et ainsi de suite. Donc, ce qui démontre bien que
le pingouin égale le manchot, puisque le manchot, en français, c'est celui qui est privé d'un bras ou des deux. Donc, on voit la logique ici. Maintenant, on va comprendre où on veut en venir avec tout ça. Mais avant, une hypothèse qu'on est obligé d'émettre. Puisqu'on sait que le mot pingouin, on le retrouve en français, on le retrouve en anglais, etc. Mais d'où vient ce mot-là? Puisque qu'est-ce qu'il fait dans nos langues? Avec, en fait, ce qui nous semble clairement être étymologique, puisque le pingouin, il vacille lorsqu'il marche. Donc ça, c'est une étymologie qui est claire et nette. Maintenant, pour ça, donc, on est obligé d'émettre une hypothèse face à l'étymologie officielle. Donc, d'après ce que la tradition nous enseigne, on est censé réfléchir, se dire, mais voilà, qu'est-ce qui pourrait expliquer que ce mot-là, qui semble venir de notre tradition, qu'on retrouve aussi dans les autres langues, est-ce que c'est nous qui avons repris ça des autres, ou bien c'est les autres qui ont pris ça de chez nous? Donc, nous, on ne fait que émettre ici une hypothèse, mais vous allez voir comme elle est solide et logique. Donc, officiellement, l'étymologie du mot pingouin vient du néerlandais, penguin. Et si on regarde ici, par exemple, on dit que l'étymologie du mot pingouin est incertaine. Donc, ils ne sont pas sûrs. Mais ils disent que, par exemple, les Français l'ont repris des Néerlandais, les Allemands l'ont repris des livres de voyage hollandais. Donc, à chaque fois, ça nous ramène aux Hollandais. Et on dit que même à la base, les Hollandais désignaient le grand pingouin qui est aujourd'hui disparu, qu'on retrouve notamment vers le Groenland, tout ça, là, les pays nordiques. Or, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est là qu'on nous ouvre, hein, en fait, la logique de la chose. On dit l'origine du terme néerlandais est obscure. Effectivement, en néerlandais, il n'y a pas de mot comme ça. Et aussi notre étymologie pingouin qui vient du latin, mais que beaucoup de spécialistes en linguistique, en étymologie, ont écarté complètement, qui est déjà plus intéressant, mais qu'on verra si on arrive à la notion du réchauffement climatique. D'ailleurs, vous voyez que ce slide a été repris, en fait, du sujet du réchauffement climatique. Donc, c'est là que vraiment on approfondit un peu plus sur ce sujet-là. Mais néanmoins, ici, on nous donne en fait la chose qui peut nous éclairer par rapport à l'origine occidentale. On dit l'origine du terme néerlandais est obscure. Le dictionnaire étymologique de l'Afrikaans prétend que le mot a été emprunté au portugais. Donc déjà, il faut se poser deux questions quand on a une telle phrase. La première question, c'est pourquoi on a été chercher dans l'Afrikaans et non pas dans un dictionnaire étymologique néerlandais? Tout simplement, l'Afrikaans, c'est le néerlandais qui est parlé en Afrique du Sud. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est pourquoi est-ce qu'on dit que l'Afrikaans, ce dictionnaire néerlandais de l'Afrique du Sud, prétend que le mot a été pris du portugais. Il aurait fallu simplement aller dans un dictionnaire étymologique du portugais pour essayer de le retrouver. Pourquoi ils vont chez les Hollandais d'Afrique pour qu'eux nous disent que ça vient du portugais? Donc, c'est là que nous, on va émettre l'hypothèse la plus logique. Donc, ça, c'est la carte du monde. Le Portugal se trouve ici. Et on sait que ce sont les Portugais qui sont les premiers à avoir commencé vraiment les grandes explorations parce qu'ils ont découvert la boussole à partir de la reconquête du Portugal et de l'Espagne face aux musulmans. Et c'est à partir des musulmans qu'ils ont repris la boussole. Et lorsque le pape leur a accordé, donc entre guillemets, de christianiser les autres peuples qu'ils considéraient comme des païens, justement, selon leur logique à eux, du Vatican sataniste. Et ensuite, on a accordé l'exclusivité aux Portugais pour toute l'Amérique. Et ça vacille entre l'Espagne et le Portugal. Donc, le Portugal se trouve ici. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à contourner l'Afrique. Et ils sont arrivés où? Au royaume Congo, où ils se sont établis un peu. Et puis, ils ont continué leur chemin, ils sont arrivés au Cap et ainsi de suite. Or,
c'est au royaume Congo qu'ils ont dû rencontrer des pingouins. Ils ont posé la question, mais c'est quoi cet animal-là? Et les gens du royaume Congo ils ont dit c'est cet animal qui penguane. Donc, c'est-à-dire que c'est celui qui vacille en marchant, qui balance lorsqu'il marche. Et c'est comme ça que les Portugais ont retenu ce nom-là et ils ont continué à avoir des pingouins partout. Et ils sont arrivés jusqu'au Cap. Et quand ils sont retournés au Portugal, forcément, c'était un mot qui était employé entre les navigateurs portugais. Donc, ce n'était pas un mot qui pouvait se retrouver dans le dictionnaire portugais. Mais par contre, lorsque les Hollandais ont commencé aussi à voyager à leur tour, ils ont lu les livres des voyages des Portugais. Et quand ils sont arrivés s'installer au Cap, ben, ils ont revu ces pingouins-là beaucoup plus tard. Et ils les ont appelés pingouins en pensant que ça venait des Portugais. Et d'ailleurs, lorsqu'ils sont allés pareil en Amérique, ils ont continué à voir ces animaux-là et à les appeler pingouins. Donc, c'est ça l'hypothèse qu'on peut émettre de façon logique. Et regardez qu'est-ce qui peut appuyer ça de manière claire. Ici, on est dans un zoo aux Pays-Bas, donc en Hollande. On dit ici, ce sont des manchots du Cap dans un zoo aux Pays-Bas. Donc, qu'est-ce que c'est que le manchot du Cap? Puisqu'on dit que du Rhum Congo, ils ont repris le nom, enfin, les Portugais ont repris le nom du Rhum Congo et l'ont transmis aux Hollandais, aux Pays-Bas. Donc, on dit ici manchot du Cap, une espèce de manchot sud-africain. On dit cet oiseau vit le long des côtes suivantes: Afrique du Sud, Angola, Congo, Gabon, Mozambique, Namibie, République démocratique du Congo. Donc, c'est exactement tous les pays que les Portugais ont visités. Donc, en commençant par s'établir au Royaume Congo, ils ont été maintenant ensuite vers l'Angola, ils ont été vers la Namibie, vers l'Afrique du Sud et le Mozambique qui est ici, et le Gabon qui est un peu avant. Donc, et on voit bien que ce mot-là est ancré vraiment dans la tradition, même quand on prend des vieux dictionnaires, par exemple celui-ci date de 1905, celui-ci date de la fin des 1800, donc ça a toujours le même sens. Et pourtant, là, on a été ultra colonisé, il n'y avait pas d'Internet ou quoi que ce soit. Et ça, c'est des dictionnaires qui ont été faits par des colons belges et anglais. Bref, ça nous permet donc de rentrer dans le sujet. Donc, le paganisme et le réchauffement climatique. Le mot climat, on dit que ça vient du latin, ça veut dire, c'est dérivé du grec ancien climat, qui veut dire inclinaison de la Terre vers le pôle. On dit climat, etc., ça veut dire inclinaison, pencher, le fait de pencher, de s'incliner. Or, c'est exactement la démarche du pingouin. Et comme on le voit ici, selon le modèle sphérique de la Terre, eh bien, on dit qu'il est un peu incliné sur les pôles, pôle nord, pôle sud, selon le modèle sphérique. Et en lingala, zinga veut dire encercler, environner. On parle souvent de l'environnement lorsqu'on parle du climat. Et zangwa veut dire chanceler. Donc, c'est exactement comme le pingouin marche et comme la Terre est inclinée selon ce modèle-ci. Et c'était le mot de pangana, vaciller, chanceler, etc. Et si on arrive, comme j'ai dit, dans la partie réchauffement climatique, si on a le temps, eh bien, à ce moment-là, vous allez voir plus précisément pourquoi on parle du verbe incliner, pencher. Pour l'instant, vous allez voir que c'est simplement un synonyme de zinga, non, de zangwa et de pengwa en lingala. Donc, c'est quand on dit pangana, etc., c'est vaciller. Et si on prend même un modèle de terre plate, ben, on peut toujours faire vaciller ou pencher. Maintenant que cela est dit, dans la tradition, donc le retour au monothéisme, c'est le retour à l'unité. Parce que le bras, le bok, veut dire aussi l'unité, l'union, se rassembler. Mais c'est aussi au droit et à la justice. En lingala, zingana veut dire s'embrasser, retourner à, ou s'enrouler. On sait que les cheveux des Noirs sont des cheveux enroulés. C'était aussi un des thèmes que je me disais, est-ce que je vais le mettre là ou pas? Donc, c'est tombé sur celui-ci, mais ça aurait pu être l'autre thème qui pouvait directement encore plus approfondir sur ce sujet-là. Donc, en lingala, zonga veut dire retourner.
Zongana veut dire revenir l'un vers l'autre, se réconcilier. Or, regardez bien pourquoi on disait lobo oko. En lingala, ce terme-là est synonyme de yokana ou okana, qui veut dire se réconcilier, revenir l'un vers l'autre, dont la racine est oko ou moko, qui est le chiffre 1 en lingala. Et ça a donné booko ou boko, qui veut dire le singulier, l'unité, etc. Donc, ça veut dire que l'idée même de l'unité, du droit, etc., c'est l'idée de se retourner, de revenir l'un vers l'autre. Donc, par rapport aux cartes du monde, c'est l'Afrique qui est en dessous actuellement et qui se retourne, qui bascule, qui revient sur lui-même, en fait, comme on dirait. Donc, c'est cela qu'on dit bozangi lobo, être infidèle, c'est manquer de ce zongana, en fait, se retourner, mais pour se réconcilier, pour s'unir à soi-même, s'unir à sa tradition, à ses ancêtres, etc. C'est ça qui est en fait le monothéisme également. Et ici, on voit que des Occidentaux, des spécialistes de la géopolitique, ont les cartes du modèle actuel, mais ils ont aussi les cartes du modèle quand il y a le basculement qui se fait. Et comme la tradition dit, ce sont des pieds. Et qu'on aura l'occasion, de le voir encore dans la palette de Nial et Mouli ou Narmer dans l'Égypte antique. Et donc, le monde actuel est en train de basculer parce qu'il est sous apostasie. Il a renié, c'est-à-dire que le monde occidental qui domine le monde a renié le Créateur. Et donc, ils se permettent tout ce qu'ils veulent en disant qu'ils ne vont pas rendre des comptes. Mais dans la symbolique, donc c'est le monde qui est en train de basculer comme un pingouin qui menace de se retourner complètement. D'où l'idée que cette fois-ci, c'est comme la carte de l'Afrique qui était à l'envers, on va dire, et qui revient à l'endroit, qui retourne à lui-même. Donc, c'est un peu le mouvement de la démarche du pingouin ou du manchot. Donc, maintenant, on va lire un article de National Geographic et un autre article pour voir un peu notre propos par rapport à ce sujet. On dit que, dans ce titre-ci de National Geographic, les pôles magnétiques de la Terre vont s'inverser, mais nous survivrons. Pas d'apocalypse géomagnétique à l'horizon, mais des phénomènes scientifiques fascinants. C'est ce qu'on appelle ici détourner l'attention. Donc, eux, ils veulent rassurer en disant, voilà, il risque d'avoir une inversion, mais néanmoins, rassurez-vous, tout va bien se passer, ça ne va pas être la catastrophe. Donc, l'article dit, plusieurs fois dans l'histoire de notre planète, le magnétisme des pôles s'est inversé, laissant ainsi les boussoles pointer l'Antarctique comme étant le nord au lieu de l'Arctique. Bien évidemment, pour eux, le nord, c'est toujours ce qui est au-dessus, alors qu'en réalité, le nord et le sud dépendent du soleil. Le sud, c'est le côté du soleil. Mais pour eux, nord, c'est toujours en haut. Ce processus d'inversement géomagnétique a lieu depuis la nuit des temps. On dit un livre maintenant qui tente d'expliquer ce phénomène est paru en ligne. Peu de temps après la parution de ce livre, donc de nombreux sites ont annoncé que l'apocalypse était proche. Donc, si National Geographic fait cet article, c'est pour rassurer les gens qui sont inquiets de l'autre article qu'on va voir. Et puis on va revenir à National Geographic. Donc, l'article en question, c'est celui-ci, qui dit que le champ magnétique est en train de se déplacer et que les pôles pourraient donc se retourner, donc s'inverser, etc., et que cela pourrait être mauvais pour nous. Donc, l'article dit ceci, qu'en 1905, il y avait des chercheurs français, bon, pas plus intéressants, qui ont en quelque sorte, si on veut, compris qu'il y a des millions d'années, les pôles magnétiques de la Terre se trouvaient sur les côtés opposés de la planète. Le nord était le sud et le sud était le nord.
La découverte parlait d'anarchie planétaire. Les scientifiques n'avaient aucun moyen de l'expliquer. Maintenant, on dit aujourd'hui, nous savons que les pôles ont changé de place des centaines de fois. La dernière fois, il y a 780 000 ans. Et on dit ici, parfois, les pôles essaient de s'inverser, puis se remettent en place, dans ce qu'on appelle une excursion. La dernière fois, c'était il y a environ 40 000 ans. On dit la question est de savoir quand est-ce que cela va se reproduire pour la prochaine fois. On dit les dernières données satellitaires de l'Agence spatiale européenne, dont les rapports ont commencé en 2014, montrent qu'une bataille fait rage au bord du noyau, comme les factions qui planifient un coup d'État. On dit le pôle magnétique nord est en fuite, signe de turbulence accrue et d'imprévisibilité. Une cabale dans l'hémisphère sud a déjà pris le dessus sur environ 1/5 de la surface de la Terre. Une révolution se profile. On dit si ces blocs magnétiques gagnent suffisamment en force et affaiblissent encore plus les dipôles, ils forceront les pôles nord et sud à changer de place alors qu'ils s'efforcent de regagner la suprématie. Les scientifiques ne peuvent pas dire avec certitude que cela se passe maintenant. Le phénomène s'intensifie et ils ne peuvent exclure la possibilité qu'un renversement commence. Il est temps de prendre conscience des dangers et de commencer à se préparer. Ils disent que le champ magnétique terrestre protège notre planète des rayons solaires et cosmiques dangereux comme un bouclier géant. Lorsque les pôles changent de place ou essayent de le faire, ce bouclier est affaibli. Et maintenant, on donne des conséquences. On dit déjà sur la nature et ainsi de suite, les choses naturelles, les catastrophes naturelles, etc. Et aussi sur la biodiversité, les animaux, les plantes et ainsi de suite. Et donc, on dit ici que le péril n'est pas simplement biologique. Le vaste cocon cyberélectrique est devenu le système de traitement central de la civilisation moderne et en grave danger. Les particules d'énergie solaire peuvent déchirer l'électronique miniature sensible du nombre croissant de satellites qui encerclent la Terre. Les transformateurs des réseaux pourraient être incendiés en masse. Une série de coupures de courant pourrait durer des décennies. On dit plus d'ordinateurs, plus de téléphones mobiles, même tirer la chasse d'eau, bien remplir un réservoir d'essence d'une voiture serait impossible. Et ce n'est que le début, en fait. On nous dit, donc ça c'est l'article, on ne va pas le lire en entier, mais ça c'est l'article qui dit, faites attention, on approche de la catastrophe. Donc tout ce que la civilisation moderne a aujourd'hui risque d'être remis en question par ce basculement, par ce changement-là. Donc on va se retrouver comme selon le monde occidental, l'époque préhistorique. Et ici, de l'autre côté de National Geographic, on essaie de rassurer par rapport à cet article-là, en disant que si l'histoire géologique se répète, les pôles magnétiques de la Terre pourraient bien s'inverser. C'est indéniable. Sur ces dernières 20 millions d'années, le sud et le nord magnétique ont basculé tous les 200 000 à 300 000 ans. On dit donc le dernier inversement majeur a eu lieu il y a 780 000 ans. On dit donc l'inversion géomagnétique a donc pris du retard. On dit normalement, c'est censé arriver tous les 200 à 300 000 ans selon leurs scientifiques, leurs chercheurs. Mais là, on dit que la dernière fois, c'était à 780 000 ans, c'est-à-dire qu'on est presque 2 à 3 fois en retard. Maintenant, ils disent que les données suggèrent que ce serait imminent. Cela ne signifie pas pour autant qu'une inversion des pôles va avoir lieu demain ou dans les temps à venir. Et le gars qui écrit l'article dit qu'il va même parier que, il dit, si je miserais même d'ailleurs une belle somme sur le fait que l'Arctique restera le nord encore un bon moment, donc il insiste toujours sur le nord, alors qu'on parle du sud. Donc le sud, c'est le côté du soleil, et non pas comme il est en train de le dire là. Mais bref, eux, ils se disent que non, si c'est inverse, ça restera toujours le nord et le sud. Mais en réalité, ça dépend du modèle, en fait. Chacun veut dire, voilà, d'autres vont dire c'est le modèle sphérique, d'autres vont dire c'est le modèle de la Terre plate et d'autres encore d'autres modèles. Mais bref, donc, on dit aucun de nous n'a cependant de certitude sur la date du prochain inversement total. Donc, ils disent cependant, ils restent quand même prudents en disant qu'il n'y a pas de date possible. Mais comme ils sont là pour rassurer, pour ne pas faire paniquer les gens comme l'autre article, ils disent, les scientifiques estiment que
les retournements, donc ils estiment, ils n'étaient pas là, mais ils estiment que les pôles, on dit que les retournements des pôles passés ont été plutôt lents. Le sud et le nord échangent leur place sur plusieurs milliers d'années. Ils disent la lenteur du phénomène est positive car elle nous laisse du temps pour nous préparer, anticiper tous les désagréments possibles. Donc, c'est-à-dire tous les problèmes que l'autre article a identifiés eh ben, pourraient être, on va dire, contrecarrés par la technologie et ainsi de suite, en se préparant. Si ça dure 2000 ans, ce changement, ben, on a largement le temps. Donc, pour eux, ce n'est pas quelque chose qui est brusque, qui arrive brutalement, comme disent tous les textes anciens, que ce soit chez les Indiens, dans la Bible, avec le déluge, etc., etc. Donc, il a dit que ça a surpris tout le monde. Mais eux, ils disent non, ne vous inquiétez pas, continuez à vous amuser. Ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, nous, bien évidemment, on ne s'est pas basé sur ni ce que disent les uns, ni ce que disent les autres, puisque c'est la tradition qui vient de nous amener là, comme vous avez vu. Donc, la précession, c'est ce qu'on appelle ce mouvement que vous voyez là, on appelle ça la précession. C'est un mouvement de rotation. Et la rotation, en lingala, c'est bien nzinga. Et ce sont aussi les mots du cercle ou de la roue, comme une roue, ça tourne. Et donc, zinga, c'est aussi environné, comme on l'a vu, et c'est l'idée de l'environnement. On parle souvent de problèmes environnementaux, quand on parle du réchauffement climatique, etc. Et zengwa veut dire se détourner, donc faire une courbe, devenir apostat, donc c'est-à-dire se retourner complètement, basculer d'un état à l'autre. Ce sont les mots qu'on a ici dans la tradition. Donc, on va regarder un exemple dans l'histoire, par exemple, du royaume Congo chez nous. Donc, c'est le Pengwana du clan Nzinga du Congo. Donc, c'est inversion des pôles ou apostasie du royaume Congo. Pour ça, on va introduire en fait les clans qu'il y avait dans le royaume Congo à l'époque. Donc, on parle ici des clans de cet article. On dit que le premier clan, on l'appelait Ntsaku. On dit qu'il se chargeait du domaine spirituel et de la justice, fournissait toujours le Manintsaku né Vunda. On dit c'est la deuxième personnalité de l'Empire juste après le Mwene Congo, donc le roi. On dit que donc les Ntsaku présidaient à toutes les activités religieuses. Et on dit bien il s'appelait Manintsaku né Vunda. Que signifie ce terme-là de Vunda? Vunda, ça veut dire lier, ensemble, joindre. Donc, c'est bien l'unité, l'obo oko. Et on sait que ce sont les prêtres qui transmettent la loi, la religion, etc. Le terme Vunda vient de la racine vous, qui veut dire assemblage, réunir, qui a donné vuka, réunir, être assemblé, rassembler, joindre, unir. Et on sait que dans nos langues, ça c'est une racine, mais si on veut donner le nom, on va mettre le préfixe lou, li, etc. Donc ça donnait luvuka, ou bien on peut dire louvu, parce que là on a pris la forme vuka, mais ça aurait pu être la racine vous. Donc louvu, c'est une plante grimpante qui sert à lier ou à attacher. Donc c'est bien le verbe vous qui veut dire réunir, lier, etc. Donc forcément, si on dit louvu, ça rappelle qui? Les prêtres lévites. Donc, le Manintsaku, qu'on appelle Nevunda, eh ben, c'est le lévite, en fait, dans le royaume Congo. On dit ici les droits des lévites et des prêtres. Les prêtres lévites, toutes les tribus de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont à un clan à part, une caste à part. Donc, ça, c'est dans Deutéronome 18. Donc, on dit bien qu'ils sont à part, tout comme ici, on vous dit que c'était un clan, en fait, qui ne dépendait absolument pas du roi directement. Comme dans l'Empire, dans l'Égypte antique, les prêtres étaient complètement indépendants. Ils recevaient l'argent de l'État, mais ils avaient tout leur système à eux, à part de tout le reste. Et donc, les Lévites étaient pareils dans Israël. Et le mot Lévi vient de attacher, justement, donc c'est la tribu de Lévi, qui vient de lava, qui veut dire joindre, attacher, être attaché, etc. Donc, c'est bien le nom de vous. Donc, il a donné louvu ou bien louvuka, qui veut dire l'idée de attacher, de joindre, etc. Donc,
Ça, c'était la première caste dans le royaume Congo. Et l'autre clan, le deuxième, c'est Panzu. On dit celui qui est le clan des artisans et des techniciens qui maîtrisaient notamment l'art de la métallurgie. Ils avaient aussi la responsabilité de conduire les hommes pendant la guerre. Enfin, le dernier clan, c'est le clan Nzinga. On dit quant au clan Nzinga, il était le clan qui fournissait généralement les souverains. Les membres du clan occupaient la plupart des postes administratifs et gouvernementaux du pays. Donc, on dit que le futur Mani Congo accédait au trône par élection. Et justement, c'était le clan Tsakou, donc les prêtres, qui avaient un grand rôle à jouer là-dedans, ainsi que les femmes, les mères en fait. Donc, on dit du clan Nzinga avait le don du gouvernement. Donc, ça, ce sont selon les mots de la tradition. Donc, et le clan Nzinga avait le don du gouvernement. Et donc, pour donner des exemples du clan Nzinga, des gens connus du clan, on a la reine Nzinga du royaume Dongo, qui ressemble au mot Dogon d'ailleurs. Quand on parlera d'un autre sujet, on verra encore le lien. Je pense qu'on en avait déjà un peu parlé auparavant. Mais bref, donc elle a régné vers le XVIIe siècle. Oui. Ce nom Ndongo existe au Sénégal. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce nom. Ah ouais? Ndongo. Ndongo, Ah oui. ok. Mais c'est ça, c'est souvent comme des noms avec les ND comme Ndiaye, Oui, justement comme comme son Ndiaye. nom. Il y a beaucoup de noms comme ça. Même avec les Ndoye. MB, Mbaye, parce que moi j'ai un ami qui Oui. s'appelle Mbaye Fall. Donc c'est ça. Donc c'est souvent ces noms-là. Comme chez nous, on a beaucoup des noms comme ça. Oui. Donc, excellent, Matondo. Et donc, ça, c'est une reine d'un royaume qui était à la base sous tutelle du royaume Congo. Mais comme les Portugais sont venus tout détruire, donc forcément, c'est devenu un royaume plus indépendant. Et donc, justement, puisqu'on a parlé des Portugais et des Hollandais tout à l'heure, la reine Zinga a fait une alliance avec les Pays-Bas. Donc, on dit en 1641, les Pays-Bas, soutenus par le royaume du Congo, s'emparent de Luanda, actuelle capitale de l'Angola. Nzinga s'empressa de leur envoyer un émissaire et conclut une alliance avec eux contre le Portugal. En effet, le royaume Congo avait été déstabilisé par le Portugal et pendant longtemps, il n'y avait que l'exclusivité des Portugais. Mais les Hollandais sont arrivés pour aussi profiter de toutes les richesses qu'il y avait à prendre. Donc, c'est comme ça que pour évincer les Portugais, ils se sont alliés aux gens locaux. Mais bien évidemment, ils étaient aussi mal intentionnés que le Portugal, mais comme ils ont vu une opportunité de chasser les Portugais dans le royaume Congo, par exemple, la reine Zinga s'est associée aux Pays-Bas. Et elle a fait la guerre un peu à tout le monde, mais on n'a jamais réussi vraiment à la vaincre totalement. Mais néanmoins, vous voyez les Portugais, comment ils se sont rencontrés en fait dans ce monde-là, royaume Congo, jusqu'en Afrique du Sud, où les Hollandais eux-mêmes vont s'établir plus durablement. Mais on voit bien que ce sont ces deux peuples-là qui ont ramené les mots de pingouin. Donc ici, on a même, je ne sais pas si c'est un dessin animé ou bien des dessins, on parle de la reine Zinga. Ici, on a une femme blanche qui parle de la reine Nzinga, la reine dont la flèche atteint toujours sa cible, parce qu'elle est assez connue, il y a même des films sur elle, etc. Mais le plus important, c'est celui-ci. Donc, c'est celui où il y a Penguana deux fois. C'est-à-dire celui qui a basculé deux fois, en fait. En fait, on nous dit ici, ça c'était le roi que les Portugais, quand ils sont arrivés pour la première fois dans le royaume Congo, ils ont rencontré ce roi-là, qu'on appelle Nzinga Nkuvu ou Nzinga Nkuwu. Et ce roi-là, on nous dit bien évidemment, ce sont les archives des Portugais. Ce qui Nkolo Alingui, on aura bientôt selon la tradition, mais pour l'instant, la version officielle nous dit que le roi Nzinga Nkuvu, lorsque les Portugais sont arrivés, ils s'étaient convertis au christianisme. Parce que les Portugais sont arrivés en 1482 ou 83 au Royaume Congo la première fois. Ils sont retournés au Portugal et ils sont revenus. On dit que Diego Cao est retourné dans le Royaume Congo avec maintenant des prêtres catholiques romains et des soldats, bien évidemment, en 1491. Donc, ils ont eu le temps de faire connaissance, de comprendre un peu la culture, les forces et les faiblesses. Et ils sont arrivés tranquillement comme si ils étaient là pour commercer, ainsi de suite. Mais cette fois-ci, ils sont arrivés avec des militaires pour, bien évidemment, s'emparer, dominer le pays, etc. Ils disent qu'ils ont baptisé le roi Nzinga Nkuvu
et la plupart des nobles, des principaux nobles du royaume. Et en même temps, c'est moins intéressant, on dit Nzingankuvu a fait quoi? Il a pris le nom de Joao Ier. Donc, il a Penguana. Donc, c'est-à-dire qu'il a basculé, il a apostasié, il s'est retourné. Et ça en honneur du roi du Portugal de l'époque qui s'appelait Joao II. Encore heureux pour lui qu'il a eu l'occasion d'être Joao Ier, l'autre c'est le deuxième, mais il a pris un nom occidental, un nom étranger, et donc il a fait basculer la chose. Donc c'était le roi Nzinga, il ne faut pas oublier son nom Nzinga, c'est le cercle. Et il a fait le Zengwa, qui est le contraire de Nzinga. Il s'est détourné, il a apostasié, et qui est synonyme de Pengwa. Donc, apostasier, s'écarter du chemin, s'égarer, etc. Sauf que si on dit qu'il l'a fait 2 fois, c'est parce que lui, selon les Portugais toujours, il aurait en fait rejeté le christianisme à la fin de sa vie. Mais les Portugais prétendent que c'est parce que, soi-disant, il était polygame et il n'acceptait pas qu'on lui refuse la polygamie. Donc ça, c'est la version occidentale. En tout cas, il a basculé 2 fois. Mais son fils, après lui, il avait 2 fils particulièrement. Les prêtres, etc., ont désigné le deuxième fils, en tout cas celui qui n'était pas chrétien, qui avait aussi rejeté en même temps que son père, tandis que le deuxième fils, enfin l'autre fils, lui était resté avec sa mère, des chrétiens. Forcément, les Portugais, avec leurs soldats, ils ont aidé ceux qui étaient des chrétiens contre les autres. Ils ont détruit complètement l'Empire Congo. Grâce à cette division-là qu'ils ont pu créer, c'est pour ça qu'aux Zanga, Lobo Oko, manquait l'unité, et qui sont tous les mots de l'apostasie, mais aussi du retournement, du basculement du monde. Or, là, en fait, c'était simplement comme l'apogée d'un mouvement qui était déjà là, doucement, doucement, puisque les gens du Rome Congo étaient passés par tous les endroits de l'Afrique. Ils étaient passés par le Soudan, ils ont connu le Mozambique, ils ont connu le Cameroun, l'Afrique de l'Ouest, l'Égypte antique, etc. Donc, à chaque niveau, ils perdaient déjà, en fait, quelque part dans la symbolique traditionnelle, ils perdaient déjà, on va dire, la tradition quelque part. Ils gardaient juste la langue. Mais, donc, ça a été peut-être plus facile. Bon, ça, c'est surtout des versions portugaises, etc., qui disent que, voilà, tout était beau, mais c'est sûr qu'il y a eu des grandes résistances. Mais ça, seule la tradition peut nous le dire. Mais toujours est-il que ce basculement du roi Nzingankuvu a été un grand changement dans tout ce qui est traditionnel des relations aussi qu'il y a avec le monde occidental, le monde extérieur, qui a commencé à prendre le dessus. Mais on sait que la nation la plus puissante qui devait prendre le dessus n'était pas encore là, c'est-à-dire les États-Unis, qui, eux, vont être créés bien plus tard, mais l'esclavage. Parce qu'il faut savoir que le premier roi qui avait combattu son frère pour rester des chrétiens après le premier roi ici, Nzingankuvu, qui s'était converti, mais l'autre qui a vraiment créé l'empire Congo chrétien, on l'appelle Alphonse Ier dans les noms occidentaux. Donc lui, à son époque, on a commencé à prendre des esclaves, même dans la famille royale. Il se plaignait même avec le pape, il écrivait des lettres au pape pour dire, mais comment ça, nous, on est des chrétiens, on est censé être égaux, vous commencez à prendre même des gens de la famille royale, alors que lui, il envoyait en esclavage tout le clan qu'eux, ils avaient maintenant vaincu, qui voulaient rester dans la tradition Congo. Il les envoyait en esclavage au Brésil, aux États-Unis, etc., dans les Amériques. Mais même sa propre famille, les Portugais sont retournés contre eux. Ils ont détruit complètement le royaume Congo. Et après, l'esclavage a commencé en Amérique et on sait que c'était en 1119 jusqu'à 2019, c'est la grande nation qui a opprimé les Africains. Mais ça, on l'a vu, pour ceux qui ont vu la vidéo sur les 10 commandements, le secret de la Torah, on dit que la malédiction va jusqu'à 4 générations. Mais en fait, le mot génération en hébreu, c'est dor ou der, etc., qui en lingala, on dit ndele. C'est-à-dire, c'est le temps, que ce soit le passé, le présent, le futur, l'éternité, mais c'est un laps de temps, ou plutôt la notion du temps, mais qui n'est pas définie. D'où l'idée que quand on dit 4 générations, ça peut être 4 générations de 25 ans, de 20 ans, ou bien 400 ans. Et par rapport à des critères bien précis. Et donc, on sait, comme on a dit, de 1119 à 2019,
c'est comme la prophétie de Genèse 15-13 donnée à Abraham. Ses descendants vont être esclaves opprimés par une grande nation. Et la seule nation qui représente toutes les nations, y compris les Portugais, les Espagnols, les Allemands, les Britanniques, c'est les États-Unis d'Amérique. Et maintenant, on dit que l'autre côté, quand on revient maintenant donc au Zongana, donc, qui est aussi le mot Zinga, donc c'est-à-dire le cercle, donc c'est-à-dire son nom à l'origine au roi Nzingankuvu, la famille royale Congo s'appelle Nzinga en l'honneur d'une femme. Donc, c'est la notion de la femme. Et d'ailleurs, c'est des matriarcats, donc c'est matrilinéaire plutôt, c'est-à-dire que c'est normalement le prince qui va hériter du pouvoir, c'est celui qui est le fils de la sœur du roi. D'où l'idée que les gens ne comprennent pas souvent dans l'Égypte antique comment se fait-il qu'on a l'impression que le pharaon épouse sa propre sœur. Donc, les Occidentaux sont arrivés avec la folie de dire que le pharaon pratiquait l'inceste. Ça veut dire qu'il épousait sa sœur, sa mère, etc. Parce qu'il voyait toujours que les princes sortaient toujours de la sœur ou quelque chose comme ça. Ou en tout cas, très souvent, ils l'ont vu. Alors que c'est ce principe-là, en fait, du matrilignage, et qui n'est pas vraiment le matriarcat, que certains croient que c'est le pouvoir à la femme. Non, c'est la femme qui octroie le pouvoir. Mais ça, on aura l'occasion de le voir avec la palette de Narmer, Unia et Mooli. Donc, comme on disait que, à la fin, quand les 4 générations, 4 siècles, etc., sont passés, Nkolo, il oublie la malédiction, entre guillemets. Et il se trouve que, pour ceux qui l'aiment, ceux qui reviennent à lui, il dit qu'il va kesed en hébreu. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire miséricorde. La clémence, on a vu qu'en lingala, c'est kosunda. Et kosunda en lingala, ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement oublier et pardonner quelque chose, mais ça veut dire également faire basculer, faire retourner une situation. D'où l'idée du basculement dont on est en train de parler depuis le début, que scientifiquement, on va simplement dire, voilà, des notions de millions d'années, de notions de milliers d'années, etc., alors que leurs expériences scientifiques ne permettent pas cela. Ils vont toujours dire qu'on a des conventions qui nous disent que c'est comme ci, comme ça, mais selon les mots de la tradition, c'est quelque chose qui est brutal. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sur 2000 ans, comme dit National Geographic. On aura l'occasion de le voir, notamment, comme j'ai dit, si on arrive au climat, ou encore, bien évidemment, dans la palette de Nial et Mouli, qui explique ça dans les moindres détails. Maintenant, en Kikongo, toujours les mots de Pingana, Pingani, etc., c'est le mot donc du successeur, d'hérité, de l'héritage, etc. C'est le remplacement de quelque chose, ou bien c'est le tour de rôle, l'alternance, etc. Donc, ce sont encore des mots qui portent le nom comme le pingouin, qui sont des mots de basculer, de se retourner, etc. Et justement, le roi Nzingankuvu, qui veut dire le cercle, il avait basculé dans le mauvais côté, il est revenu, mais ses descendants ont préféré complètement rester avec les Portugais qui sont venus détruire en fait le royaume. Mais, comme on a dit, au bout d'un moment, il y a l'autre basculement. Et c'est ce qu'on appelle le Zolo, qu'on avait déjà beaucoup parlé dans la vidéo sur Lazare. C'est Zolo qui vient de Zolongano, qui veut dire la rotation, donc le retournement de situation. Donc, comme on voit les cartes actuelles, ça va se retourner et il y aura toute une série de choses, des catastrophes, mais aussi des guerres et ainsi de suite, selon ce que nous disent non seulement les écrits comme la Bible, mais également tout ce qui est des mots de la tradition. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc le Zolongano, mais qui s'appelle également Pinga ou Pingana, qui sont toujours les mots du pingouin. On dit que le pingouin, il vacillait et menaçait de se retourner. Vous voyez, c'est le mot de échanger, prendre la place de, etc. Donc, c'est bien un synonyme de Zolo, Zolongano, etc. Donc, on s'arrête ici pour cette présentation-ci. Donc, je ne sais pas pour l'instant, il est quelle heure, si on peut passer au réchauffement climatique ou bien on peut le faire prochainement. Mais toujours est-il que, avant tout, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose, etc. Parce qu'il y avait beaucoup de notions. Comme j'ai dit, cette vidéo, je l'ai choisie simplement aujourd'hui, un peu avant de commencer la présentation. Donc, je ne savais pas encore qu'est-ce que ça allait être notre sujet. Donc, voilà, peut-être que je n'ai pas été clair à certains niveaux. Donc, est-ce qu'il y a des questions?
Pour ma part, ça a été clair. Ah, excellent, parfait. Pour moi aussi, ça a été clair. OK. Pour moi, ça a été clair. Par contre, il y a beaucoup d'infos, donc il va falloir que je réécoute. OK, effectivement, c'est vrai. Tout sur la vidéo est là pour ça. Et puis, n'hésitez pas aussi à lire les choses que je ne lis pas tout, ce Oui. qui est écrit dans les définitions, etc. Donc, Pour moi, on peut continuer hein, à moins qu'on fait le ramadan. D'ici d'ici 50 minutes, on va couper. OK. Mais on peut continuer hein, pour moi. OK, mais je pense que l'autre vidéo, c'est ça. Donc, on verra, bon, OK, parfait. On va regarder un peu comment ça se présente si on continue, etc. Mais d'abord, ici,